Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce retour d'expérience intitulé Des îlots à énergie positive pour tous à la Fontaine-Douche, un titre pour le moins interpellant. Je m'appelle Antonin Lafaille, c'est moi qui vais animer ce débat et je serai aussi garant du temps puisque nous n'avons pas un temps illimité, nous n'aurons que 30 minutes à passer ensemble. Les retours d'expérience, vous le savez pour certains maintenant, c'est l'occasion de vous nourrir des pratiques et des méthodes qui ont été mises en place au plus près du terrain, en fait, par des personnes qui portent les projets. Et aujourd'hui, on a justement la chance d'accueillir Jean-Patrick Masson, vice-président élu à la transition écologique, déchets, énergie renouvelable, réseau concessionnaire et régie, programme H 2021 à Dijon. Je le laisserai vous expliquer un peu voilà l'ensemble de ses prérogatives tout à l'heure, mais avant cela, je vais juste vous faire un bref rappel concernant les quelques petites modalités d'échange. Donc, on va avoir une présentation de Monsieur Masson qui va durer environ entre 15 et 20 minutes, et puis ensuite, on aura un temps ensemble pour échanger, puisque l'idée c'est que vous puissiez poser aussi vos questions, et questionner les intervenants autant que faire se peut. Et donc, pour poser vos questions, vous avez un chat. Donc, je vais aller dessus. Vous allez sur le chat et si vous voulez poser une question, soit vous envoyez directement un message, soit vous pouvez aller donc sur le petit personnage en bas à gauche, vous appuyez sur la petite main, je le fais en direct en même temps, vous faites envoyer et là, moi, je vous donnerai la parole. Je vais couper automatiquement tous les micros et les caméras. Lorsque vous prendrez la parole que je vous l'aurai donnée, vous pourrez à ce moment-là réactiver votre micro, réactiver votre caméra, vous présenter pour qu'on puisse savoir quand même à qui on a affaire. Et puis, je vous demanderai d'être assez bref dans vos questions de manière à ce qu'on puisse en prendre le plus possible. Voilà. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Masson pour sa présentation. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis vice-président de Dijon Métropole, alors avec un titre un peu à rallonge, mais retenez que simplement je suis chargé de la transition écologique dans ses différentes dimensions. Je vais vous présenter le projet Response parce que avancer sur le PowerPoint, passer à la vue suivante, merci. Donc sur ce projet, nous sommes dans une collectivité, je vais vous situer, qui est une collectivité qui se compose d'une ville-centre d'environ 160 000 habitants dans une métropole de 260 000 habitants. On a depuis maintenant longtemps des politiques en matière d'écologie qui sont donc bien ancrées, parce que nous avons choisi de nous inscrire dans la trajectoire qui doit aboutir en 2050 à la neutralité carbone. J'y reviendrai puisque ce projet s'inscrit dans cette logique. Et puis également, nous avons beaucoup investi ces 15 dernières années puisque nous avons investi environ 1 milliard d'euros sur le territoire, alors sur des actions qui sont des actions j'allais dire, pour certaines que vous pouvez avoir dans vos propres collectivités. Je parlais par exemple d'un tramway, je peux parler également de navettes électriques. Donc sur la mobilité, on a beaucoup travaillé, on a également des bus hybrides, là c'est déjà un peu moins courant, un peu moins commun. D'ailleurs, on va, dans les années qui viennent, à l'horizon 2030, faire muter tous nos parcs de bus et de bennes ordures ménagères à l'hydrogène. Donc on est sur la mobilité, on est également sur des projets qui sont en cours de réalisation de fermes solaires. Et puis là, c'est plus original. Nous avons un réseau de chaleur qui est passé de environ 120 km l'an prochain, qui est un réseau de chaleur à énergie renouvelable, essentiellement par l'énergie fatale de l'usine d'incinération et de la biomasse. Par ailleurs, nous nous sommes engagés très fortement sur ce qu'on appelle la Smart City, la ville connectée. Donc en 2016, on a mené un projet qui aujourd'hui est rentré dans sa phase active, qui s'appelle On Dijon. Et ce projet On Dijon se veut, dans un premier temps, être un centre interconnecté
pour coordonner toutes les actions sur le domaine public de la collectivité, dans la gestion de ses bâtiments, etc., et qui se développe petit à petit sur les différents sujets en matière de gestion, et notamment à terme de gestion de nos émissions et de nos consommations énergétiques. 2020, donc, on a candidaté auprès de l'Europe et on a été retenu par la Commission européenne sur une candidature qui s'appelle Response, qui est un projet qui doit se développer sur un quartier spécifique de la ville, qui est un quartier dont la population est avec des moyens qui sont des moyens limités. Donc on a, j'allais dire, un habitat qui est un habitat très concentré, ancien, j'y reviendrai. Par ailleurs, ce projet, nous le menons avec 53 partenaires et une autre ville suiveuse qui est Turku en Finlande. La Finlande travaillant sur les mêmes sujets que nous, cette ville de Turku est donc copilote avec Dijon du projet. Et nous avons un certain nombre de villes européennes qui sont dites suiveuses, des entreprises, des laboratoires, des universités, enfin des établissements s'occupant de recherche, etc., etc. Et puis, bien sûr, des bailleurs sociaux, mais ça, j'y reviendrai. Il s'agit là, l'objectif donc, c'est de faire émerger deux parties du quartier, donc deux îlots, à énergie positive. Donc, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on consommera moins d'énergie que ce qu'on produira sur ces deux îlots. Et la première mission qu'on doit remplir, au-delà de l'aspect technologique, c'est la capacité de dupliquer cette expérimentation sur chacun des territoires, donc des villes suiveuses, d'échanger avec Turku sur les solutions qu'on a pu mettre en place. Finalement, et la première chose qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a choisi comme vecteur, c'est faire de l'écologie pour tous, pas seulement pour ceux qui en ont les moyens, mais aussi concerner les populations plus fragiles. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été les seuls à être retenus en 2020 dans le cadre de ce programme européen, puisque c'est un programme de renouvellement urbain avec la population que j'indiquais, une population fragile, alors que la plupart des dossiers qui habituellement sont présentés dans ce cadre sont sur des quartiers qui sont de construction neuve. Donc, on est sur une situation un peu particulière et c'est ça qui en fait en large partie l'intérêt. Je vous propose d'avancer sur la vue suivante. Donc, le quartier de la Fontaine-Douche. Alors, vous en avez une vue schématique. C'est un quartier qui est intéressant à différents égards. C'est un quartier qui est bien identifié, qui a une unité de construction puisqu'elle date des années 70. C'est un quartier qui a environ 10 000 habitants et c'est un quartier qui a incarné la modernité dans les années 70 avec un contexte de surcroît qui est intéressant. Vous le voyez, il y a un lac juste à côté, il y a une rivière, il y a des espaces verts, des combes juste en limite de ce quartier. Donc c'est un quartier intéressant de ce point de vue qui associe ces enjeux tout en n'étant pas très loin du centre-ville, à savoir 5 km. Donc on est sur un quartier qui mérite bien sûr qu'on s'y penche et qu'on continue finalement dans la même logique qu'était celle de ceux qui l'ont créé. Comme tous les quartiers de ces années-là, il a subi beaucoup d'évolutions, évolution de type de population hébergée, mais aussi, alors on n'avait pas de bâtiments qui étaient isolés correctement, on a donc des problèmes de consommation, on a des problèmes de mode de vie, voilà. Donc, quartier, je dirais, qui classiquement, des années 70 à maintenant, ont évolué pas forcément très favorablement. Et donc, ce que nous défendons ici, c'est de faire rentrer ce quartier dans la modernité du XXIe siècle. Donc, on essaie de lui faire passer un cap qui est de le rendre plus écologique, on va voir comment, plus agréable à vivre et plus sûr aussi, parce qu'il y a des problèmes, comme dans tous ces quartiers politiques de la ville, hein, des problèmes de sécurité et de sûreté, et puis aussi, et surtout peut-être plus connecté.
C'est malgré tout un quartier qui a été labellisé écoquartier en 2017 dans le cadre d'un premier PRU. Également, on s'inscrit, donc ce projet s'inscrit dans le renouvellement urbain du quartier de manière plus générale. On a bien sûr sur ce quartier un certain nombre d'innovations. Donc, je vous propose d'avancer également, de passer à la vue suivante. Voilà. Et donc, il y a des innovations alors, qui interpellent des aspects technologiques. Donc, j'ai évoqué la vétusté énergétique de ces bâtiments. Donc, on va les isoler. On va avoir donc des économies d'énergie qu'on chiffre environ à 39%. Donc, ça, c'est l'objectif. Et puis, là, on est donc, j'allais dire, dans du assez classique, isolation par l'extérieur. On a également, moins classique, des bâtiments que l'on rend, entre guillemets, intelligents, c'est-à-dire que l'on cherche à avoir 15% de consommation encore en moins grâce à la gestion de ces bâtiments. Donc, un élément, j'allais dire, supplémentaire, moins classique. Et puis, on a également, sur ce quartier, une diminution des consommations énergétiques liées à l'éclairage public qui est de l'ordre de 65%. Donc ça, c'est un programme qui, d'ailleurs, n'est pas propre à ce quartier, qui va se développer sur toute la métropole. Mais ce quartier sera un des premiers à être équipé de telle manière à avoir cette réduction de 2/3, quand même, de la consommation énergétique de l'éclairage public. Il s'agit également, là, on était sur les économies, il s'agit également d'assurer un niveau de production renouvelable. Alors, il y a plusieurs choses. Vous le voyez sur la vue, d'ailleurs, vous distinguez des panneaux solaires. On a des panneaux solaires en pergola, on a des panneaux solaires sur des ombrières, et les panneaux solaires en pergola ont une particularité, c'est d'être bifaciaux. Donc, pour la même surface, autrement dit, on a 2 fois plus de surface de capteurs que sur des panneaux traditionnels. On a également une canopée solaire, donc on est vraiment sur des technologies qui sont aujourd'hui innovantes de ce point de vue, et des panneaux à haute performance, puisque dans ce projet sont concernés des habitats, 550 habitants sont directement concernés, mais également des équipements publics de la métropole, notamment des écoles, vont être concernés dans le cadre de cette rénovation. Je l'ai dit, on a des réseaux de chaleur très importants. Et aujourd'hui, le réseau de chaleur, on en a 2 sur la métropole, 2 très grands réseaux de chaleur. Celui qui est sur cette partie de quartier, pour des raisons historiques, est à 56% d'énergie renouvelable. Et l'objectif en 5 ans, c'est de le monter à 80%. Il faut savoir que notre autre réseau de chaleur aujourd'hui est déjà à plus de 70%. Donc, on pense que c'est jouable d'atteindre ce taux d'énergie renouvelable via la chaleur délivrée par le réseau. Enfin, on est dans un cadre d'autoconsommation collective. C'est-à-dire que les 500 logements qui seront alimentés seront donc gérés dans un cadre collectif. Et si vous le souhaitez, j'y reviendrai. Et puis, troisième enjeu, lorsqu'on traite de ces sujets, c'est le stockage. Puisque en matière d'énergie renouvelable, on a un sujet de rencontre quelquefois difficile entre la production et la consommation. Donc, comment, à chaque moment de la journée et de la nuit, disposer de l'énergie nécessaire aux habitants au moment où ils consomment. Pour ce faire, on a besoin de stockage. Donc, on a un stockage sur des batteries innovantes, donc des nouvelles générations de batteries, des ballons d'eau chaude pour, par exemple, stocker l'eau chaude produite par le réseau de chaleur urbain. Donc, ça nous permet d'avoir un tampon, en quelque sorte. Et ça modifie donc le taux d'énergie renouvelable immédiatement. On a également la possibilité, sur ce quartier, on aura la possibilité de stocker sur des véhicules, donc des bornes qui permettront de charger ces véhicules en cas de nécessité. Par exemple, une batterie de voiture peut alimenter jusqu'à un logement pendant 5 jours. Donc, c'est assez conséquent finalement. On va utiliser également des batteries de véhicules
de seconde main, c'est-à-dire qu'ils sont plus assez puissants pour alimenter un véhicule qui demande beaucoup d'énergie instantanée, mais qui ne sont pas obsolètes et donc qui pourraient être utilisés pour le stockage. Donc c'est du réemploi. Tout ça devrait nous amener à réduire nos consommations de gaz à effet de serre de 75%, ce qui est, je pense, significatif. Donc, les 3 types d'innovation, il s'ajoute quand même 2 autres éléments. Le premier, c'est une plateforme data, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère la donnée que l'on va recueillir. Tous les bâtiments, que ce soit les bâtiments d'habitation ou les bâtiments publics, vont être instrumentés. Et la plateforme devra permettre de mettre à disposition des données tout en préservant la confidentialité. Je le disais, il faut rencontrer au niveau énergétique la demande et l'offre. Et donc, le bon moment, il faudra pouvoir le déterminer. Et donc, on apprendra de l'usage des habitants, sans évidemment savoir qui consomme à quel moment, mais de l'usage des habitants, de leurs habitudes, on pourra déduire qu'en semaine, la majorité d'entre eux, par exemple, prennent leur douche le matin vers 8 heures et le week-end, le même événement peut intervenir beaucoup plus tard. Donc, on apprendra tout ça dans leur pratique. Et évidemment, il nous faut une plateforme qui numérise tout cela et peut donc donner les informations utiles pour piloter l'ensemble. Enfin, le dernier niveau d'innovation, dernier sujet, c'est la mobilisation des habitants. Et ça, c'est j'oserais presque dire le plus important, puisque c'est au travers de cette mobilisation que d'abord on peut avoir un dialogue avec les habitants autour de quelque chose qui va faire évoluer éventuellement leurs pratiques, puisqu'on va leur donner un certain nombre d'informations. Ça, c'est un élément. On va les faire participer au travers d'hackathons, on va les faire participer au projet, donc à la détermination des choix qui sont opérés. Je ne parle pas des choix technologiques, mais des choix au niveau de la gestion de l'ensemble. Et puis, il y a également un volet emploi. Je l'ai dit, on est dans un quartier qui est un quartier politique de la ville où il y a un taux de chômage relativement important. Donc, le sujet de l'emploi, et donc de l'emploi ciblé sur ces nouveaux métiers qui vont émerger dans les années qui viennent et auxquels on veut contribuer. On a dans ce volet emploi la capacité d'avoir un dialogue d'une autre nature. C'est plus le consommateur, l'habitant, mais c'est celui qui veut avoir une activité qui va être concernée. Alors, ça peut être les mêmes, bien sûr, mais on n'aborde pas le sujet de la même manière. Et puis, bien sûr, cette mobilisation, elle doit aller autour d'une fierté retrouvée d'habiter ce quartier. C'était un quartier, à l'époque, très innovant, très attractif pour les habitants qui ont été les premiers à y habiter. Il y avait le confort, il y avait la luminosité des logements, il y avait le contexte, etc. Aujourd'hui, ils n'ont plus la même vision du tout de ce quartier. Un de nos objectifs, et vraiment, moi je tiens beaucoup à celui-ci, c'est que les habitants redeviennent fiers de leur quartier parce que ça redevient un quartier innovant, un quartier attractif. Et donc, ils doivent devenir, au travers de tout ça, les ambassadeurs de leur quartier, les ambassadeurs du projet. Et puis, je l'ai dit, on va chercher à répliquer, à dupliquer ces différentes solutions. Alors, pas forcément tout ensemble, pas forcément de la même façon, mais on veut les dupliquer sur notre territoire. Et donc, qui mieux que les habitants qui en bénéficient pour en parler à d'autres habitants, pour les convaincre de sauter le pas. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière assez ramassée, mais je pense précise, sur ce que nous menons en ce moment sur le quartier de la Fontaine-Bouche. Merci beaucoup, Monsieur Masson. Alors, merci pour cette intervention, en effet, très complète et qui regroupe vraiment divers aspects. Je suis certain qu'il va y avoir quelques questions. Alors, je regarde dans le chat. Et j'en ai déjà une. Alors, pour vous rappeler comment poser des questions, soit vous les posez dans le chat, soit vous levez la main dans le chat et on vous donnera la parole. Donc, j'ai déjà 2 questions. Donc, la première de Monsieur Agulon de la DDT 78. Merci pour cette intervention. Vous évoquiez la nécessité d'avoir les données de consommation / production. Cela signifie qu'un smart grid va être mis en place dans ce quartier ? Point d'interrogation.
Alors, oui, de fait, on peut qualifier ça de smart grid, effectivement. Maintenant, si vous me permettez, c'est comme pour la ville intelligente, enfin, la smart city. Je veux dire, on peut mettre enfin, tout un tas de choses derrière. Je vais essayer de répondre précisément, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va instrumenter les différents logements, les différents équipements, les radiateurs, par exemple, hein, pour savoir quand est-ce que les gens se chauffent, à quel moment ils sont en réseau de chaleur, je rappelle. Hein, donc, quelles sont leurs habitudes. Et finalement, on va faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va avoir sur la plateforme la capacité, grâce à toutes ces mesures, d'adapter et de solliciter finalement les éléments de production. Je vais prendre un exemple. Si on a du stockage d'eau chaude du réseau à ce moment-là, disponible, plutôt que de faire un appel sur le réseau lui-même parce qu'il y a une nécessité, on peut très bien mobiliser le stockage d'eau chaude. Donc, on va avoir, oui, un réseau intelligent pour ce qui est de l'énergie sur ce quartier. Hein, c'est pareil pour l'électricité, le stockage, etc. J'aurais pu prendre aussi cet autre exemple. Merci, Monsieur Masson. Alors, on a une autre question, donc je vais donner la parole à Monsieur Labaïd, ou Madame Labaïd, Eddy, amicale des locataires sarcellois. Alors, pensez à réactiver votre micro et votre caméra. Oui, bonjour à tous. Hein. Effectivement, je suis conseiller citoyen aussi, hein, représentant d'un quartier de politique de la ville de Sarcelles. Parlez un tout petit peu plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Je disais que je suis aussi conseiller citoyen référent du bâtiment hein, à Sarcelles. Je pose la question parce qu'il y a un investissement énorme et que le copropriétaire aujourd'hui sur Sarcelles, y compris même sur la politique de la ville, les bailleurs aussi, ne veulent pas jouer le jeu de l'investissement. Il faut un investissement énorme qui demande de nombreuses années pour qu'il soit rentable. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, financièrement, à ces personnes, copropriétaires et bailleurs? Alors ouais, je peux peut-être assez facilement répondre à la question, puisque toutes les innovations qui sont prévues dans le cadre de ce projet ne sont pas à la charge des locataires et des bailleurs. C'est en fait, alors il y a bien la rénovation elle-même des bâtiments, elle s'inscrit dans, j'allais dire, le programme normal de ces bailleurs sociaux. Hein. Tout ce que je vous ai décrit qui est innovant, en réalité, est payé pour l'essentiel dans le cadre du projet par l'Europe, qui va même jusqu'à financer 100% d'un certain nombre d'actions. Donc, ça ne va pas peser de manière directe, hein, ni indirecte d'ailleurs, sur les locataires, donc sur le loyer qu'ils auront à payer. L'avantage, par contre, c'est que, vous l'avez compris, on cherche à diminuer de manière très importante les consommations, donc ça doit avoir un effet positif sur les charges qui doivent diminuer, hein, alors, dans des proportions qu'aujourd'hui je ne peux pas déterminer, mais l'objectif, c'est bien que les charges des locataires concernés diminuent. Hein, donc on va plutôt dans le sens d'une diminution du coût que d'une augmentation, puisque ce n'est pas les bailleurs sociaux qui paient l'investissement. Merci beaucoup. Excusez-moi, ma question s'adresse directement dans les quartiers concernés de la politique de la ville. Qu'est-ce que ça devient les autres quartiers qui ne sont pas concernés de la politique de la ville? Alors, pour les quartiers en dehors de la politique de la ville, voilà. Et ensuite, on prendra peut-être d'autres questions également. Monsieur Masson. Comment? Oui, mais si vous voulez, là, il n'y a pas grand-chose de différent que ce qu'on connaît ailleurs. C'est-à-dire que on est sur des quartiers qui aujourd'hui fonctionnent comme vous le connaissez. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, soit il y a des programmes de rénovation urbaine et on est dans le cadre, je vais dire, habituel de cette rénovation urbaine, hein, avec des isolations, etc. Soit on est dans le cadre classique et donc il n'y a pas d'incidence aujourd'hui. Hein. Par contre, je vous dis, la seule incidence, c'est ce qui est investi de manière supplémentaire ne repose pas sur le locataire. Donc voilà, je veux dire, c'est vraiment très, très spécifique. Ok, merci beaucoup. Alors je vous laisse
Voilà. Alors, je regarde un petit peu dans le chat. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. On a le temps d'en prendre encore une ou deux des questions. Sinon, moi, j'en ai une petite à vous poser, Monsieur Masson. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure la notion d'autoconsommation, mais d'autoconsommation collective. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus concrètement? Qu'est-ce que cette autoconsommation à une échelle plus collective va en fait changer dans la vie quotidienne de vos citadins? Alors, en fait, c'est une façon, donc vous l'avez compris, de gérer l'énergie de manière, en prenant en compte, j'allais dire, l'intégralité des consommateurs sur un espace. Là, en l'occurrence, sur ces deux fractions de quartier, sur ces deux îlots. L'idée derrière, c'est que on va avoir des habitudes, hein, je l'ai dit à un moment, qui vont être référencées. Et donc, nous allons travailler également à ce que ces habitudes prennent un caractère collectif dans le fonctionnement, donc soit, comment je pourrais dire ça, automatisé, et du coup, avoir aussi une influence sur les pratiques des gens. C'est-à-dire qu'en expliquant, c'est complètement transparent, en expliquant les choses aux uns et aux autres hein, qui habitent ces différents logements, on va pouvoir avoir une évolution de leurs pratiques, de leurs habitudes, parce qu'ils vont comprendre. Aujourd'hui, vous appuyez sur le bouton, vous avez de l'électricité. Vous montez le thermostat, vous avez de la chaleur. Et donc, vous n'êtes pas en réalité acteur parce que vous n'avez pas la capacité de comprendre ce qu'il y a derrière. En étant sur une logique d'autoconsommation collective, d'une part, on sait que c'est sur son propre immeuble que l'énergie est produite, et d'autre part, que l'évolution énergétique des consommations, on peut en être un des acteurs. Donc, c'est mêler finalement ce que je disais tout à l'heure sur la rencontre de la consommation et de la production, mais aussi améliorer la prise de conscience des gens sur la façon dont ils gèrent et in fine, sur leurs notes, puisque une fois qu'on a tous les éléments pour pouvoir agir sur ces pratiques, on a aussi la capacité de se dire je peux payer un peu moins cher en ne consommant pas à tel moment plutôt à tel autre. C'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, mais de manière assez différente lorsqu'on est en heure pleine, heure creuse pour l'électricité. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous participez à ce qu'on appelle l'équilibre de l'offre et de la demande, tant souhaité par RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. Mais c'est une façon de le faire au plan local et entre les gens qui, là, ne se voient pas imposer des horaires heure pleine, heure creuse, mais ont la capacité de dire à tel moment, je prends la décision ou pas de faire. Super. Alors, il nous reste 2 minutes. Donc ça va être juste ce qu'il faut pour qu'on puisse conclure et surtout voir un peu qu'est-ce qu'on tire de ce retour d'expérience. Donc pour vous, s'il y avait 2 ou 3 choses à retenir et à partager, le message principal que vous voulez transmettre. Le premier message, c'est que on ne peut rien faire si on ne prend pas en considération les habitants d'un quartier. La deuxième chose, c'est que je pense qu'une telle expérimentation, par son originalité, je l'ai dit, on est sur un quartier politique de la ville, elle est en tous les cas un cas de figure assez commun en Europe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de quartiers qui ont été construits dans les années 70 avec des bâtiments anciens. Et donc, je pense que le fait de travailler spécifiquement sur ce domaine va permettre une duplication, j'allais dire, utile à tous. Et donc, moi, je dirais, travaillons avec les habitants et travaillons sur ce qui est le cas le plus fréquent, parce que derrière, qu'est-ce qu'on veut ? On veut être neutre en carbone en 2050 pour les enjeux que vous connaissez. Hein, le GIEC l'a rappelé hier. Hein, c'est un enjeu majeur. Et donc, le choix qu'a fait Dijon de travailler sur ce type de quartier, c'est aussi la volonté de la ville de pouvoir être
pas seulement précurseuse, mais montrer que partout c'est possible, avec tous les types de populations, y compris ceux qui sont les moins peut-être réceptifs naturellement à ce genre de choses. Merci beaucoup, Monsieur Masson. Alors, il y a une autre question qui a été posée dans le temps, mais là, on va être coupé bientôt. Donc, éventuellement, posez vos questions sur la partie café du site des Gérus. Là, on va être obligé de couper puisqu'il est l'heure de couper. Je vous remercie, Monsieur Masson, pour votre intervention et d'avoir été avec nous. Et puis, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne continuation de Gérus 2021. Voilà. Si, au Merci revoir. beaucoup. Merci.